Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de venir vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Nous sommes donc à présent dans la troisième étape de la quête du héros, le refus de l'appel. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu le tout premier épisode, l'épisode 109, qu'est-ce que la quête du héros ou de l'héroïne? C'est également appelé le monomythe et c'est une structure narrative universelle décrite par Joseph Campbell. Je vous invite à écouter cet épisode d'introduction pour mieux comprendre cette quête si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, cette troisième étape, après la description du monde ordinaire, après effectivement l'appel à l'aventure, vous avez généralement dans tous les mythes, dans toutes les histoires, un refus de cet appel. Le héros ou l'héroïne hésite à franchir le seuil de l'aventure. Il y a une hésitation. Après tout, il ou elle est confronté à la plus grande peur, ou la plus grande de toutes ces peurs, la peur de l'inconnu. C'est marrant parce que vous l'avez vu maintenant en parallèle de ces 12 épisodes sur la quête du héros, je me suis lancé moi aussi une quête personnelle qui sont sous forme d'épisodes expérimentaux. Et je suis passé curieusement par ces trois étapes. Mon monde ordinaire, 49 ans, l'approche de mes 50 ans où j'ai eu une angoisse en me disant « Oula, 50 ans, j'ai l'impression de ne pas avoir réalisé tout ce que je voulais entre mes 30 et mes 49 ans. » Donc ça, c'était l'appel à l'aventure. Je me suis mis en tête de faire différents défis. Et puis, étant en pleine réflexion sur le monomythe, ça m'a fait penser aux 12 travaux d'Hercule. Et donc, j'ai imaginé 12 thématiques, 12 défis personnels en 12 mois pour me permettre d'être plus aligné avec mes valeurs et de transformer certaines choses que j'aimerais encore transformer, mes ombres comme mes qualités, d'ici mes 50 ans. Et puis j'ai eu un refus de l'appel, c'est-à-dire que j'ai ressenti une sensation de ringardise, si ça se dit comme ça, en me disant, alors je voulais le partager évidemment, puisque c'était vraiment dans la thématique, et ça me permettait aussi d'officialiser ce défi, de m'encourager, puisque je suis tout seul à le faire, et de partager, parce qu'aussi je suis également formateur et j'aime ce partage. C'est pour ça que ce podcast est déjà à plus de 110 épisodes, parce que partager l'information pour moi est vraiment essentiel. Et donc j'ai eu un moment un refus de l'appel de faire ce défi en me disant mais est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que j'ai le temps par rapport aux derniers mois de défis que je vis aujourd'hui? Et j'ai commencé à gamberger, puis j'ai fait une petite recherche et puis je me suis lancé, comme vous l'avez peut-être déjà observé. Si maintenant on regarde le refus de l'appel d'Ulysse dans l'Odyssée, un oracle a prédit à Ulysse qu'il mettrait de nombreuses années à rentrer chez lui s'il partait en guerre. Ne voulant pas abandonner sa femme Pénélope et son fils nouveau-né Télémaque, il feint la folie en labourant un champ avec un attelage absurde, un bœuf et un âne, parce qu'il voulait refuser justement cette entrée dans la guerre. Cependant, son stratagème a été démasqué lorsque l'on a placé son fils devant la charrue, et cela força à révéler sa raison et non pas sa folie. Donc malgré ses réticences, il part finalement à Troie, amorçant ainsi son long périple. Du côté de Star Wars, puisqu'on fait systématiquement les deux parallèles, eh bien Luke refuse l'appel à l'aventure d'Obi-Wan et retourne à la ferme de son oncle et de sa tante. Seulement pour découvrir qu'ils ont été victimes des Stormtroopers de l'empereur. Donc c'est là que Luke n'hésite plus, puisqu'il a hésité, il est revenu donc à la ferme et il est désormais enthousiaste à l'idée de se lancer dans cette aventure. Donc il y a un refus, un frein, une peur, une angoisse, et puis finalement on y va. Alors, dans notre monde moderne, quel serait le refus de l'appel dans notre monde actuel? Dans ce monde moderne, le refus de l'appel à l'aventure serait également lié à l'inconnu et à un certain inconfort éventuel. L'humain préfère en effet un inconfort connu plutôt qu'un confort inconnu potentiel, en raison de plusieurs mécanismes psychologiques et neurobiologiques. En voici un. Le biais de statu quo. Mieux vaut le diable qu'on connaît que un potentiel monde sans diable.
Donc le biais du statu quo est un biais cognitif qui nous pousse à préférer des situations familières, même si elles sont inconfortables, plutôt que d'affronter l'incertitude d'un changement. Et ça peut être très fortement ancré. On peut préférer un job dans lequel on est malheureux que changer de job et risquer l'inconnu, sachant que dans certains cas, la personne ne peut pas avoir pire. Base scientifique des recherches en psychologie comportementale, par exemple les études de Samuel et Zegelsborg ont montré que les individus ont tendance à conserver une situation existante plutôt que d'opter pour une alternative incertaine, même si elle est effectivement meilleure. Ce biais est renforcé par l'aversion de la perte, également confirmé par plusieurs études que je mettrai en descriptif, qui expliquent que nous ressentons plus fortement la douleur d'une perte que la satisfaction d'un gain équivalent. Une personne préfère manger fast-food en sous-estimant les gains et surestimant les pertes. Puisque oui, le fast-food, j'aime ça, ça me convient, ça me permet de m'apaiser, parfois de faire la sieste après. Mais si je mange healthy, si je mange sain, est-ce que j'aurai la même satisfaction? Dans un premier temps, pas. Mais il faut justement faire une détox de la dopamine pour vraiment ressentir les bienfaits d'une alimentation saine. Il y a un deuxième élément qui vient confirmer cette préférence pour ce qui est familier, même s'il est confortable, c'est le rôle du cerveau, qui est un système conçu pour la survie et pas pour l'épanouissement. Donc notre cerveau évolutif privilégie la sécurité et la prévisibilité à l'exploration de l'inconnu, perçu comme potentiellement dangereux. Les bases scientifiques derrière cela, c'est l'amygdale, qui est le centre de la peur dans le cerveau, qui s'active face à l'inconnu, même si celui-ci n'est pas objectivement menaçant. Ça va dépendre vraiment d'une personne à l'autre. On peut avoir des personnes qui ont une amygdale qui est surstimulée, qui vont surréagir, les personnes qui sont en burn-out par exemple, et d'autres qui vont pouvoir calmer cette amygdale et pouvoir sortir vers l'inconnu tout de même. C'est pour ça que In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir, a toute sa valeur. Parce que si on se remet en forme avant de sauter dans l'inconnu, eh bien c'est beaucoup plus facile que quand vous avez votre amygdale à l'envers et que vous êtes sur les nerfs parce que vous avez déjà 1,5 litre de café dans les veines pour simplement pouvoir survivre. Et ça n'est pas un jugement. Vous l'avez peut-être vu dans ma première étape personnelle d'Hercule, j'ai travaillé sur la caféine justement. La dopamine, qui est impliquée dans la motivation et la récompense, qui est libérée en moindre quantité lorsque l'issue d'une situation est incertaine. C'est-à-dire que si on vous dit qu'un tel restaurant est génial, vous allez au restaurant, vous allez manger. S'il est effectivement génial, vous allez avoir un gros boost de dopamine. Si vous découvrez un restaurant et que vous ne savez pas s'il est génial et que vous allez et qu'il est en effet génial, lorsque ce n'est pas attendu, vous allez avoir moins de boost de dopamine. Le cortex préfrontal, qui fait la particularité du cerveau humain, responsable de la prise de décision, est souvent submergé par les signaux de danger émis par le cerveau limbique, qui parle du système plus archaïque, nous poussant à choisir la sécurité, puisque la base de notre survie, c'est effectivement la sécurité. Prenons un exemple, changer son alimentation peut être perçu comme une menace, car cela demande d'abandonner des habitudes. Ça, c'est ce que j'aime, mais est-ce que si je change, je vais avoir autant de plaisir? Des habitudes alimentaires ancrées, même si elles sont nocives. Combien de gens savent que les sodas ne sont pas bons pour la santé? Mais on leur propose un verre d'eau et trouvent que ça n'a pas de goût. Tout ça parce que le palais a été modifié. Ils savent très bien que l'eau est meilleure que le soda et qu'il y a probablement d'autres alternatives que de l'eau. Et que ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'eau va changer de goût selon justement toute une série de paramètres. Autre élément, c'est que la pression sociale et l'identité peuvent vraiment venir freiner cet appel à l'aventure. Nous construisons notre identité en fonction de nos habitudes et de notre environnement, ce qui rend le changement difficile. On crée notre identité, car il remet en question qui nous sommes. Les bases scientifiques, c'est la théorie de l'identité sociale qui nous montre que nous définissons par rapport à notre groupe d'appartenance. Je suis un entraîneur, je suis un nutritionniste, je suis un expert, je suis ceci, je suis un parent, je suis un époux, que sais-je. Et changer signifie parfois perdre notre place sociale. Les normes sociales exercent une pression invisible qui nous pousse à rester conformes aux attentes du groupe. Plusieurs études le montrent et je vous mettrai des références également en
descriptif. Exemple, une personne dont l'entourage mange mal et ne fait pas de sport aura du mal à changer ses habitudes par peur de ne plus être accepté. Effectivement, peut-être moins au niveau des habitudes alimentaires, mais plus au niveau des habitudes de la consommation d'alcool. Hein, combien de gens ne vont pas vous dire bon, c'est pas grave, pour une fois, tu peux prendre un petit verre d'alcool. J'en ai fait l'expérience, je suis resté 1 an sans boire d'alcool, alors que je n'avais pas vraiment l'étiquette du joyeux luron qui consommait énormément d'alcool, mais dans les quelques occasions où je disais non, eh bien, il y avait une pression sociale. Et donc ceux qui ont l'habitude de prendre 1, 2 apéros, de vraiment être des joyeux lurons et de vraiment faire la fête, ça peut être une pression sociale très importante. Et donc cette peur du changement variera selon la blessure principale qui structure la perception du monde. Théorie des blessures est le fruit du travail de plusieurs auteurs, dont un dernier que j'ai étudié avec beaucoup de plaisir, parce que c'est un auteur que je connais depuis plus de 20 ans, Thierry Janssen, qui a écrit un ouvrage succulent, incroyable, qui est La posture juste. Je vous mettrai également l'interview que j'ai réalisée de Thierry Janssen lors de ma première saison du podcast In Shape to Grow. Voici comment chaque blessure influence ce refus de l'appel et maintient la personne dans son monde ordinaire. Vous avez la première blessure qui est la blessure du rejet. Je n'ai pas ma place dans ce changement. La peur dominante, c'est l'échec et l'invisibilité. Ce n'est pas pour moi, je vais échouer comme toujours. Pourquoi faire un effort si personne ne me remarque? Je ne mérite pas d'être en bonne santé ou heureux. Et vous avez différentes clés pour dépasser ce refus qui peuvent vous aider justement à passer et à reprendre votre aventure. Si vous avez et si vous vous reconnaissez dans l'une de ces blessures, n'hésitez pas à me contacter. On pourra travailler ensemble à partir du corps physique. Deuxième type de blessure, c'est la blessure d'abandon. Je ne vais pas y arriver seul. Pensée typique face à cet appel au changement, c'est qui va m'aider dans cette transformation? Et si je perds mes proches en changeant, si je perds des amis, je suis trop fragile pour tenir sur la durée. Donc là aussi, il y a toute une série de blocages et de clés qui peuvent vous aider à surpasser ce frein. Troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Changer, c'est risquer d'être jugé. La peur dominante, c'est le regard des autres et la honte. La pensée typique, c'est face au changement, c'est les réflexions comme si je commence à prendre soin de moi, les autres vont se moquer de moi. J'ai essayé, j'ai déjà échoué, c'est humiliant de recommencer sans cesse. Je vais être ridicule en faisant du sport ou en changeant mon alimentation. J'ai eu récemment justement une personne qui m'a typiquement fait part de cette problématique, de cette peur de l'humiliation lorsqu'elle fait du sport. Il y a à nouveau des blocages face à ce changement et des clés pour dépasser ce refus. Quatrième et avant-dernière blessure, c'est la blessure de trahison. Je ne veux pas perdre le contrôle. Pensée typique face à l'appel du changement, c'est je ne veux pas être manipulé par des conseils extérieurs. Je ne veux pas me sentir coincé. Si je me lance dans cette transformation, je ne pourrai pas faire marche arrière. Et je ne suis même pas sûr que ça marchera à 100%. Les autres ne comprennent pas mes besoins, je ferai donc à ma manière. Et enfin, la dernière blessure, c'est la blessure de l'injustice. Si je ne peux pas faire parfaitement, autant ne rien faire. Pensée typique face à cet appel au changement. Si je commence, il faut que ce soit parfait, sinon je ne fais rien. Pourquoi faire un effort si le monde est injuste et que d'autres y arrivent sans problème? Je suis comme ça ne change rien. Je vais échouer et ce sera insupportable. Là aussi, plusieurs blocages, plusieurs clés pour dépasser ce refus. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces blessures, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Et donc, à vous à présent, qu'est-ce qui pourrait vous freiner dans cette quête de santé optimale? Quelle blessure profonde viendrait entraver aujourd'hui ou dans le processus, parce que vous pourriez très bien faire marche arrière après le premier obstacle, dans votre quête de la santé optimale? Autant les identifier maintenant pour pouvoir les prévenir. C'est notre capacité d'anticipation qui peut faire notre force. Donc, en première étape, on peut identifier les freins qui jusqu'ici vous ont empêché d'atteindre la santé optimale. Est-ce que c'est le temps, les moyens, une croyance, une blessure, comme je viens d'en parler? Pour chaque réponse, soyez précis pour que nous puissions travailler éventuellement ensemble. Quelle est votre blessure profonde? Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la découvrir à travers la première description, eh bien, on peut passer à une autre série de questions. Alors,
cette analyse des blessures profondes, c'est un travail thérapeutique. Je ne suis pas thérapeute. Ici, c'est différentes stratégies pour pouvoir, comme on dit, gratter la surface et voir un peu où on en est et peut-être, comme je le disais, anticiper les obstacles. Si maintenant cet obstacle est un réel obstacle profond, eh bien, ce sera le moment dans votre Dream Team, c'est aussi un concept que je propose dans la modélisation optimale de la santé, c'est d'avoir à vos côtés une Dream Team, c'est-à-dire un staff médical comme des sportifs de haut niveau, pour pouvoir vous aider. Et dans ce cas-là, peut-être que un spécialiste, une spécialiste en thérapie des blessures profondes, des blessures de base, peut être utile. Et donc, question, quelle situation vous met instinctivement le plus de mal à l'aise? Ça peut être la peur du rejet, la peur d'être reconnu, d'être contrôlé, d'être trahi ou d'être abandonné, comme on en a parlé à travers les 5 blessures. Donc elle permet de voir quelle blessure est la plus activée dans votre vie quotidienne. Si le rejet est insupportable, la blessure du rejet est dominante. Si le manque de reconnaissance est douloureux, c'est la blessure d'injustice ou d'humiliation qui peut être en jeu. Deuxième série de questions, quelle phrase vous touche le plus profondément? Choisissez celle qui correspond ou qui résonne le plus avec votre vécu. On ne veut pas de moi, je ne me sens pas important, on profite souvent de moi, on me trahit toujours, je suis toujours seul. Là aussi, ces questions permettent de définir une blessure spécifique. On ne veut pas de moi, c'est le rejet. Je suis toujours seul, c'est l'abandon. Je ne me sens pas important, c'est l'humiliation. On me trahit toujours, c'est la trahison. Et on profite de moi, c'est l'injustice. Quand vous tentez de changer une habitude, quel est votre plus grand blocage intérieur? Est-ce j'ai peur d'échouer donc je préfère ne pas essayer? Le rejet. Je manque de motivation et je finis par abandonner? L'abandon. Son propre abandon. Je culpabilise dès que je fais une erreur? L'humiliation. Je veux tout contrôler et si ça ne va pas assez vite, je perds patience, la trahison. Je me force à être parfait ou parfaite, sinon je ne me sens pas légitime, l'injustice. Là aussi, ce sont des programmations inconscientes qui peuvent freiner le changement et vous renvoyer à votre blessure dominante. Comme je l'ai dit, je vais encore insister sur cet élément, un travail émotionnel demande bien souvent un gros travail avec un ou une spécialiste, un thérapeute, un psychologue. Ce n'est pas ma casquette. Ma casquette est de vous permettre de comprendre que derrière peut-être un manque d'énergie, un effet yo-yo au niveau d'un régime ou du poids, de douleurs chroniques, certes, je peux vous aider avec toutes les stratégies nutritionnelles, physiques, sommeil, gestion du stress et l'ensemble de 7 sources de stress que j'ai citées tout à l'heure, mais ça ne sera pas toujours suffisant. Et à ce moment-là, il faudra faire appel à une tierce personne pour venir compléter et vous soutenir dans cette quête optimale de la santé. Ceci termine ce 3e épisode sur la quête du héros, votre quête du héros vers la santé optimale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur david.germeau@gmail.com avec en sujet quête du héros et je me ferai un plaisir de vous y répondre. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous.